Bonjour à tous, nous voici ensemble pour cette deuxième vidéo du mois de mars qui fait suite au compte du mois de mars pour nous aider un petit peu plus à comprendre les lois physiques auxquelles nous sommes soumis sur Terre. Comme nous ne sommes pas tous physiciens ni astronautes et que peut-être nous avons quelques lacunes des lois physiques et des lois du cosmos, nous regardons ces quelques extraits de vidéos pour nous aider à nous redonner quelques bases et donc quelques repères pour mieux comprendre à notre façon quelque chose des profondeurs de ce conte de Mars. Ces vidéos sont là pour introduire les vidéos qui font suite au conte de Mars dans l'analyse de la roue des 13 mers originelles. Cette deuxième vidéo va nous rappeler qu'est-ce que c'est qu'une journée et qu'est-ce que c'est que les saisons du point de vue du cosmos. Et puis ensuite, nous verrons un deuxième extrait de vidéo qui va nous replacer la Terre dans le système solaire et le système solaire dans le système des galaxies. Nous allons donc un petit peu élargir notre point de vue et notre référentiel. Et ensuite, il y aura une troisième vidéo dans laquelle on se posera la question: qui c'est qui tourne autour de qui? Est-ce que c'est la Terre qui tourne autour du Soleil ou est-ce que c'est le Soleil qui tourne autour de la Terre? Je vous rappelle que ces vidéos sont des extraits de vidéos faites par une autre personne dont je vous mets les références en fin de vidéo pour que vous puissiez aller les regarder dans leur entièreté si vous êtes intéressé. Allez, je vous souhaite un bon visionnage, régalez-vous bien. Vous allez voir, c'est magnifique, ces montages que cet homme a fait. Et je vous dis à bientôt pour la suite. La rotation de la Terre sur elle-même. Nous avons vu que les effets de cette rotation étaient visibles de manière différente selon la latitude à laquelle on se plaçait. En particulier, les étoiles, le Soleil et la Lune tournent autour d'un axe vertical lorsqu'on est au pôle, selon un axe horizontal lorsqu'on est à l'équateur et selon un axe incliné aux latitudes intermédiaires. Aujourd'hui, nous allons étudier le second mouvement de la Terre, sa révolution autour du Soleil. Pour ne pas gêner l'étude du mouvement, je ne représenterai plus la Lune dans cette vidéo. La Terre tourne en cercle autour du Soleil. La Terre met un peu plus de 365 jours pour faire une révolution complète, c'est-à-dire pour revenir exactement au même endroit. 1 an pour couvrir une orbite complète, 1 jour pour faire un tour complet sur elle-même. Quel est le rapport entre ces deux durées? Aucun. D'un point de vue astronomique, la durée d'une révolution est liée à la distance au Soleil. La révolution de Mercure et de Vénus, plus proche du Soleil que la Terre, dure moins d'1 an. Au contraire, la révolution des autres planètes, plus éloignées du Soleil que la Terre, dure plus d'1 an. La durée de la rotation d'une planète autour d'elle-même, une journée pour la Terre, n'est liée à rien, et on trouve des valeurs très différentes dans le système solaire, allant d'une demi-journée pour Saturne à 2 mois pour Mercure. Nous verrons dans notre prochaine vidéo que ces deux durées sont égales pour la Lune. Revenons sur la définition d'une journée. Nous avons vu dans la précédente vidéo qu'il s'agissait du temps nécessaire à la Terre pour faire un tour sur elle-même, c'est-à-dire du temps nécessaire pour qu'un observateur sur Terre revienne exactement à sa position. Mais nous venons de dire que la Terre tournait autour du Soleil. L'observateur ne peut pas revenir à la même position puisque toute la Terre a bougé. Ce n'est donc pas à la même position que l'observateur doit revenir, mais dans la même direction. Pour mesurer exactement la durée d'une journée, il faut donc que l'observateur trouve un moyen de se repérer dans l'espace. Il peut choisir d'utiliser les étoiles qui constituent un environnement fixe permettant de se repérer. L'observateur note dans quelle direction se trouve une étoile particulière. Il mesure ensuite le temps nécessaire pour que l'étoile revienne exactement dans la même direction. L'observateur peut également choisir de se repérer par rapport au Soleil. Il utilise un cadran solaire pour ne pas s'abîmer les yeux en regardant directement le Soleil. La méthode de mesure est la même. Il compte le temps nécessaire pour que l'ombre du cadran solaire revienne à sa position de départ, indiquant que le Soleil est revenu dans la même direction. On s'attend à ce que le résultat soit le même. On peut imaginer que les deux observateurs fassent leur expérience en même temps. Ils sont à l'opposé l'un de l'autre.
Celui qui utilise le Soleil commence son expérience le jour à midi et il est alors minuit pour celui qui utilise les étoiles. La Terre fait un tour complet sur elle-même et, normalement, les deux observateurs devraient revenir à la position de la veille au même moment. Eh bien non. Ils ne trouvent pas tout à fait la même durée. La différence est à peine sensible, seulement 4 minutes, mais elle existe. D'où vient cette différence? Durant la journée qui s'écoule, la Terre parcourt une petite partie de sa révolution autour du Soleil. Ce n'est pas énorme, un tout petit peu moins d'1 degré. Mais cette petite différence est mesurable entre les deux expériences. Alors que l'observateur de nuit constate que l'étoile a repris exactement la direction de la veille, il manque encore 1 degré à l'observateur de jour pour que le Soleil se retrouve dans sa direction initiale. C'est le degré dont a tourné la Terre autour du Soleil. Et il faut environ 4 minutes pour que la Terre tourne du degré qui manque. Et nous avons là 2 définitions possibles pour une journée. Le jour sidéral mesuré par rapport aux étoiles et le jour solaire mesuré par rapport au Soleil. Sur Terre, nous utilisons le jour solaire car il est plus naturel. Le Soleil est au plus haut, toujours à la même heure, à midi. Si nous utilisions le jour sidéral, le point le plus haut du Soleil retarderait environ de 4 minutes par jour. Et au bout de 6 mois, le décalage serait de 12 heures et il ferait nuit noire à midi. Ça ne serait pas très pratique. Notre journée est donc définie par le Soleil de telle sorte que celui-ci soit toujours au maximum vers midi. On a pris l'habitude de diviser cette durée en 24 parties égales, ce sont les 24 heures de nos journées. Mais les choses sont en réalité encore un peu plus compliquées. La Terre ne tourne pas exactement en cercle autour du Soleil, mais selon une ellipse. La forme elliptique est très peu prononcée, on voit à peine la différence avec un cercle, mais cette petite différence a une influence sur la durée du jour solaire tout au long de l'année. Nous y reviendrons dans une prochaine vidéo. La trajectoire de la Terre, ce presque cercle, est située dans un plan. On appelle ce plan le plan de l'écliptique. Le Soleil et la Terre restent dans le plan de l'écliptique tout au long de l'année. L'axe de la Terre n'est pas perpendiculaire au plan de l'écliptique, il fait un angle d'un peu plus de 23 degrés. Cela va changer l'éclairage de la Terre par le Soleil tout au long de l'année. Voyons comment. Nous sommes dans l'espace. Il n'y a pas de haut, pas de bas. L'axe de la Terre semble ici être penché vers le Soleil. Mais rien ne nous empêche de représenter le pôle sud vers le haut. La Terre semble alors inclinée dans l'autre sens, vers l'extérieur. Rien ne nous oblige non plus à représenter le plan de l'écliptique horizontalement. On peut tout aussi bien choisir de représenter l'axe de rotation de la Terre verticalement. C'est alors le plan de l'écliptique qui est incliné de 23 degrés par rapport à l'axe de rotation de la Terre. Durant sa révolution, la Terre passe alternativement au-dessus et en dessous du Soleil. Lorsqu'elle est en position haute, elle est éclairée par en dessous. L'hémisphère sud reçoit plus de lumière et de chaleur. C'est l'été au sud et l'hiver au nord. Quand la Terre passe en position basse, c'est l'inverse. L'hémisphère nord est plus éclairé, c'est l'été au nord et l'hiver au sud. Entre ces 2 positions extrêmes, les 2 hémisphères sont éclairés de manière identique 2 fois par an. C'est le printemps ou l'automne, selon l'hémisphère. Si notre caméra dans l'espace suit le mouvement de la Terre, c'est le Soleil qui se met à tourner autour de notre planète dans le plan incliné de l'écliptique. La durée du jour et de la nuit à un endroit donné sur Terre se mesure sur le parallèle qui passe à cet endroit. Lorsque le Soleil est en haut, nous sommes aux alentours du 21 juin, nous retrouvons la situation que nous avions détaillée dans la précédente vidéo. Une petite calotte au nord est complètement éclairée, ce qui signifie qu'il n'y fait jamais nuit. Dans l'hémisphère nord, la portion du parallèle qui est éclairée est plus longue que la partie non éclairée. Les jours sont plus longs que les nuits. Dans l'hémisphère sud, c'est le contraire. Les jours durent moins longtemps que les nuits. À l'équateur, le jour et la nuit ont exactement la même durée, 12 heures. On note enfin la petite calotte autour du pôle sud qui n'est jamais éclairée et qui reste dans la nuit. On dit souvent qu'au pôle, la nuit dure 6 mois. On devrait dire que pendant 6 mois, les nuits durent 24 heures. Lorsque la Terre continue sa révolution, le Soleil éclaire de plus en plus l'hémisphère sud et de moins en moins le nord.
Arrive un moment dans l'année où le Soleil éclaire de la même manière les deux hémisphères. Tous les cercles parallèles ont une moitié éclairée et une moitié dans la pénombre. Le jour et la nuit font la même durée partout sur Terre. On appelle ce moment de l'année l'équinoxe, étymologiquement la nuit égale. Il s'agit ici de l'équinoxe de septembre, le début de l'automne dans l'hémisphère nord et le début du printemps dans l'hémisphère sud. Le Soleil continue sa descente. L'hémisphère sud est de plus en plus éclairé, l'hémisphère nord de moins en moins. Les jours s'allongent au sud, raccourcissent au nord. Le Soleil n'éclaire plus le pôle nord. Les nuits durent maintenant 24 heures. Ce phénomène s'étend progressivement sur une calotte de plus en plus grande autour du pôle nord. Le Soleil arrive au plus bas de sa course annuelle. C'est le solstice de décembre, aux alentours du 21. La calotte non éclairée autour du pôle Nord a atteint sa superficie maximale. Le cercle qui la délimite s'appelle le cercle polaire. Sur ce cercle, le Soleil ne se lève pas du tout lors du solstice d'hiver. Le cercle polaire existe bien entendu aussi au sud. C'est l'été, et sur le cercle polaire sud, il s'agit de la période de l'année où le Soleil ne se couche pas du tout, ce qu'on appelle le soleil de minuit. Les solstices permettent de définir les cercles polaires qui sont deux parallèles particuliers. Chaque solstice permet également de définir un autre parallèle particulier, là où le Soleil culmine au zénith, à la verticale du sol. Sur le tropique du Capricorne de l'hémisphère sud, au moment du solstice de décembre, le Soleil culmine au zénith, le reste de l'année, il culmine au nord. Le Soleil commence à remonter vers le nord. C'est l'été au sud et l'hiver au nord. Il repasse par une position intermédiaire où il éclaire les deux hémisphères de la même manière. C'est l'équinoxe de Mars. Le printemps commence au nord et l'automne au sud. Aux deux pôles, le Soleil parcourt une course horizontale en rasant l'horizon. Sur toute la Terre, la durée du jour égale celle de la nuit, 12 heures. Le Soleil remonte jusqu'à sa position la plus haute au-dessus de l'hémisphère nord. Le Soleil de minuit est visible sur le cercle polaire nord. Sur le tropique du Cancer, dans l'hémisphère nord, le Soleil culmine au zénith. Le reste de l'année, le Soleil culmine au sud. Le Soleil parcourt un cercle incliné autour de la Terre en un an. La Terre tourne sur elle-même en 24 heures. Combinons les deux mouvements pour décrire ce que nous pouvons observer à partir d'un point fixe sur Terre. La rotation de la Terre sur elle-même fait tourner le Soleil sur un cercle horizontal en un jour. Le mouvement de révolution annuel que nous venons de voir fait monter et descendre ce cercle le long de l'axe de rotation de la Terre. Le cercle qui représente un jour oscille entre ces deux plans extrêmes qui correspondent aux deux solstices. En géométrie, on appelle segment de sphère la partie de sphère comprise entre deux plans parallèles. La trajectoire circulaire quotidienne du Soleil parcourt ainsi un segment de sphère céleste dont l'axe de symétrie est l'axe de rotation de la Terre. Comme lors de notre précédente vidéo, nous allons représenter ce que voit un observateur sur Terre en fonction de la latitude à laquelle il se trouve. S'il est au pôle Nord, l'axe de la sphère céleste est vertical pour lui. En descendant vers le sud, la verticale de l'observateur s'incline par rapport à l'axe du segment. À l'équateur, la verticale est perpendiculaire à l'axe de la sphère céleste. S'il continue vers le sud, la verticale de l'observateur se rapproche de l'axe de rotation, mais en se dirigeant cette fois-ci vers le bas. Du point de vue de l'observateur, c'est la sphère céleste qui tourne selon l'axe est-ouest jusqu'à s'inverser. Refaisons le voyage que nous avions fait lors de la première vidéo, mais en visualisant tout le segment de sphère au lieu d'un cercle seulement. On peut représenter l'horizon visible par un disque. La trajectoire apparente du Soleil sur une journée est un cercle comme on l'a vu dans le chapitre précédent. Sur une année, la trajectoire est une hélice sur un segment de sphère céleste. Lorsque l'observateur descend vers le sud, le segment pivote sur un axe est-ouest jusqu'à s'inverser complètement une fois arrivé au pôle sud. Voyons ce que ça donne pour une trajectoire apparente du Soleil sur la journée. Au pôle Nord, la trajectoire est un cercle horizontal qui monte et descend. En automne et en hiver, le cercle est sous l'horizon. Les nuits durent 24 heures. Quand l'observateur descend vers le sud, la sphère céleste s'incline vers le nord.
Arrivé au cercle polaire, il n'y a plus qu'au solstice de juin que le soleil ne se couche jamais. C'est alors le soleil de minuit. 6 mois plus tard, au solstice d'hiver, le soleil ne se lève pas. Le voyageur continue son voyage vers le sud. Désormais, il n'y a plus de nuit qui dure 24 heures. Le soleil se lève tous les jours. L'été, le soleil se lève et se couche plus au nord. La partie visible est plus longue, les jours sont plus longs. L'hiver, le soleil se lève et se couche plus au sud, la partie visible est plus courte, les jours durent moins longtemps. Sur le tropique du Cancer, au nord de l'équateur, il y a un jour dans l'année où le soleil est exactement à la verticale à midi. L'observateur entre dans la zone tropicale. Dans cette zone, selon la période de l'année, le soleil culmine au sud ou au nord avec 2 fois une transition au zénith. Exactement entre les deux tropiques, sur l'équateur, le segment de sphère céleste est horizontal. Le mouvement circulaire du soleil est toujours un cercle vertical qui est situé au nord ou au sud selon la période de l'année. À l'équateur, on voit toujours exactement la moitié du cercle. Les jours et les nuits durent 12 heures tout au long de l'année et pas seulement lors des équinoxes comme ailleurs sur Terre. Il est au zénith à midi, les jours d'équinoxe. En continuant vers le sud, on retrouve la situation de l'hémisphère nord mais inversée. La sphère céleste continue à pivoter autour de l'axe est-ouest, les rôles du sud et du nord s'inversent, les saisons s'inversent. Dans notre précédente vidéo, nous avions fait ce voyage, mais en ne montrant que le cercle le plus haut du segment de sphère céleste. Nous savons maintenant bien expliquer le mouvement principal apparent du Soleil autour de la Terre. Bonjour à tous. Les étoiles sont des points scintillants qui parsèment la voûte nocturne. Comme on se sent petit, quel romantisme, combien elles ont inspiré les poètes. De nos jours, il est malheureusement devenu difficile de voir les étoiles quand on habite en zone urbaine. L'éclairage artificiel nous a fait perdre le contact avec les étoiles et nous ne connaissons plus très bien leur cycle. C'est ce que nous allons étudier aujourd'hui. Mais qu'est-ce qu'une étoile? Une étoile est un soleil qui se trouve très loin. Le soleil est une étoile plutôt petite, car l'univers recèle des astres lumineux qui peuvent être beaucoup plus gros que lui. Les étoiles se regroupent en galaxies. Notre Soleil est dans une galaxie appelée la Voie lactée et qui forme ce ruban laiteux que l'on connaît très bien. Toutes les étoiles que nous voyons appartiennent à la Voie lactée. Les autres sont trop lointaines pour être visibles à l'œil nu. Et encore, nous ne voyons qu'une infime partie des 200 milliards d'étoiles de notre galaxie. En effet, les étoiles sont très lointaines, immensément lointaines. Dans l'espace, on mesure les distances en années-lumière. Une année-lumière est la distance que parcourt la lumière en un an, soit environ 10 000 milliards de kilomètres. 1 milliard de kilomètres, 1000 milliards de kilomètres, il est vraiment difficile de se rendre compte à quel point ces distances sont faramineuses. Essayons de nous les représenter. Imaginons que la Terre soit de la taille d'une tête d'épingle de 1 mm de diamètre. Le Soleil serait alors une petite balle de 11 cm de diamètre située à 12 mètres de distance. Une année-lumière représente alors la distance de 740 km. J'ai dit que le Soleil était une étoile plutôt petite. À cette échelle, la plus grosse étoile connue serait une boule de 180 mètres de diamètre. Parmi les milliards d'étoiles qui nous entourent, la plus proche est Proxima du Centaure à 4 années-lumière, c'est-à-dire à 3000 km de la tête d'épingle qui représente notre Terre. Nous sommes rendus seulement à notre plus proche voisine et déjà 3000 km. Réduire la taille de la Terre à une tête d'épingle est encore une échelle trop grande pour se rendre compte de l'immensité de l'univers. Il faut réduire notre échelle. La Terre tourne en cercle autour du Soleil. Le diamètre de cette orbite circulaire est d'environ 300 millions de kilomètres. Eh bien, imaginons que ce cercle soit le diamètre de notre tête d'épingle. Le Soleil, de la taille d'une bactérie, est au centre de cette sphère d'1 millimètre à la surface de laquelle tourne la Terre de la taille d'un virus. Avec cette nouvelle échelle, une année-lumière représente une distance de plus de 30 mètres. Proxima du Centaure est à 130 mètres. Le diamètre de la Voie lactée est d'environ 100 000 années-lumière. Notre tête d'épingle, où la Terre gravite autour du Soleil, est alors perdue sur un disque de plus de 3000 km de diamètre. La Terre est un virus perdu au milieu d'un disque de la taille de l'Australie. On estime qu'il y a 170 milliards de galaxies dans l'univers.
Elles sont trop lointaines pour être visibles à l'œil nu, sauf la plus proche, la galaxie d'Andromède à 2,5 millions d'années-lumière de nous. Pour notre tête d'épingle qui contient la Terre tournant autour du Soleil, cela représente 2 fois le tour de la Terre. La taille de tout l'univers observable est d'environ 14 milliards d'années-lumière. À l'échelle de la tête d'épingle, cela représente 3 fois la distance Soleil-Terre. En résumé, notre Terre est un virus à la surface d'une tête d'épingle perdu au milieu de centaines de milliards d'autres têtes d'épingle parsemant le continent australien. Il faut faire 2 fois le tour de la Terre pour rencontrer la galaxie continent la plus proche. Les autres galaxies se répartissent dans un espace 1,5 fois plus grand que l'orbite de la Terre autour du Soleil. Dans cet espace immense, tous les corps sont en mouvement, à des vitesses qui nous semblent énormes. Dans la Voie lactée, il existe des étoiles dites hyper rapides qui se déplacent à la vitesse de 1000 km par seconde, 3 600 000 km par heure. Mais à l'échelle de notre tête d'épingle Soleil-Terre, cela devient une vitesse d'1 millionième de millimètre par seconde, 10 millièmes de millimètre par heure. Sur notre tête d'épingle, les objets situés à des milliers de kilomètres et se déplaçant à 10 millièmes de millimètre par heure nous semblent complètement immobiles. Et c'est pour cela que les étoiles nous semblent fixes dans le ciel. Alors, à ce niveau-là de notre exploration, est-ce que nous croyons encore que le centre du monde, c'est notre nombril? C'est un peu vertigineux, n'est-ce pas? Et alors, on peut se poser cette question, qu'est-ce qu'on vient faire sur Terre? Quel est le destin de la Terre? Qu'est-ce que la Terre fait dans tout cet univers? Alors, je ne suis pas sûre de pouvoir vous apporter la réponse. Mais elle vaut le coup quand même qu'on se la pose. Bon, alors, il reste une question à explorer. Qui tourne autour de qui? Est-ce que c'est la Terre qui tourne autour du Soleil? Ou est-ce que c'est le Soleil qui tourne autour de la Terre? Tout est une question de point de vue. Je vais vous laisser découvrir la dernière vidéo avant de vous retrouver pour l'analyse du compte de Mars. À très vite.